On dit que les loups sont les prédateurs les plus dangereux de ces montagnes. Ils n'ont jamais rencontré son beau-père, Emily. Carson gisait, saignant sur la terre gelée. 8 paires d'yeux jaunes tournaient autour de son corps brisé. Le vent d'octobre traversait sa veste déchirée. 13 heures avant son 18e anniversaire. 12 heures avant que Robert ne s'assure qu'elle ne le verrait jamais. Ses pas crépitaient en se rapprochant à travers les feuilles mortes. Un couteau de chasse brillant au clair de lune. Shadow, le loup gris à la tache blanche sur la poitrine, s'interposa entre eux. 7 autres formèrent un mur de fourrure et de crocs, non pas pour attaquer, mais pour protéger. Loin d'elle, 16 bêtes. La voix de Robert était pâteuse, mêlée de bourbon et de rage. Les loups ne bougèrent pas. Les doigts gelés d'Emily touchèrent la patte cicatrisée de Shadow, celle qu'elle avait soignée 3 ans auparavant. Avant que tout ne s'effondre, avant la mort de sa mère, avant que le monstre ne retire son masque, sa dernière pensée consciente fut « Qui sauve qui ?» Laissez un like et partagez vos réflexions dans les commentaires, ainsi que la ville d'où vous regardez maintenant. Continuons avec l'histoire. 3 ans plus tôt, Emily était différente, plus douce, plus prompte à sourire. À l'époque où Margaret Carson était en vie, leur ranch, à 15 miles de Missoula, ressemblait à un foyer. Maintenant, c'était une prison avec un gardien qui sentait le Jim Beam et les promesses brisées. Emily Carson, 17 ans, aux cheveux bruns qui n'avaient pas vu de coupe correcte depuis des mois, était assise à la table de la cuisine, poussant des œufs brouillés froids dans son assiette. Les manches longues cachaient les bleus. Des cols roulés couvraient les marques de doigts sur sa gorge de la semaine dernière. Elle avait appris à marcher discrètement, à parler doucement, à exister sans faire de bruit, à devenir invisible quand Robert Mitchell buvait, ce qui était toujours le cas. Son beau-père n'avait pas commencé comme un monstre. Il y a 4 ans, il avait charmé sa mère avec des fleurs et un travail stable à l'aciérie. Un travail stable qui avait disparu 6 mois après le mariage. Les fleurs moururent à peu près au même moment où son premier chèque de chômage arriva. Margaret avait aimé ce ranch, 500 acres de nature sauvage du Montana bordant la forêt nationale de Bitterroot, transmis de génération en génération chez les Carson. Elle aimait aussi les loups, même si les voisins la traitaient de folle pour cela. Allah, essayant juste de survivre, disait Margaret, des jumelles braquées sur la lisière des arbres. Comme nous tous, Emily avait hérité de l'amour de sa mère pour les créatures sauvages. À 14 ans, elle avait trouvé Shadow pris au piège dans un collet rouillé. L'infection se propageait dans sa patte avant. Elle l'avait libéré avec une cisaille volée dans la grange, nettoyé la plaie avec du matériel du centre de conservation du Dr. Sarah Jensen. Pendant 2 semaines, elle avait marché 5 kilomètres dans la forêt chaque jour, apportant des antibiotiques et de l'eau fraîche, restant parfaitement immobile pendant que le jeune loup décidait si elle pouvait lui faire confiance. Il l'avait fait. Finalement, toute sa meute aussi. Le Dr. Sarah Jensen dirigeait le centre de conservation des loups de Bitterroot à 8 miles de la montagne. 52 ans, des cheveux parsemés d'argent tirés en une queue de cheval perpétuelle. Elle avait vu la transformation d'Emily, d'une bénévole aux yeux brillants à un fantôme vidé de son être. Sarah reconnaissait les signes. Manches longues en été, tressaillements aux voix fortes, excuses pour les absences. Elle avait perdu sa propre fille, Hannah, à cause de la violence domestique il y a 10 ans. 16 ans, tuée par son petit ami pendant que les voisins entendaient les cris et ne faisaient rien. Sarah voyait le fantôme d'Hannah dans les yeux bleus hantés d'Emily. Robert Mitchell, 47 ans, et commençant à s'empâter, savait exactement ce qu'il faisait. Garder la fille isolée, briser son téléphone, surveiller la ligne fixe, couper ses amis, la rendre dépendante, reconnaissante pour les miettes de gentillesse entre la cruauté. L'accident de voiture de Margaret 6 mois plus tôt. Une défaillance des freins dans le virage de Dead Man's Curve avait été le dernier verrou de la cage d'Emily. L'argent de l'assurance vie avait disparu dans les poches de Robert. Le testament avait mystérieusement disparu. Le paiement de l'hypothèque du ranch avait cessé
et personne ne mettait en question un beau-père en deuil, faisant de son mieux avec une adolescente difficile. Le grenier sentait le cèdre et le temps perdu. Emily avait grimpé l'échelle escamotable à la recherche des albums photos de sa mère. C'était demain son 18e anniversaire et elle voulait se souvenir du temps où les anniversaires signifiaient autre chose que la survie. Au lieu de cela, elle avait trouvé le journal intime caché à l'intérieur d'une copie évidée de Walden sur l'étagère de sa mère. L'écriture de Margaret remplissait page après page. Emily était assise en tailleur sur le plancher poussiéreux, les mains tremblantes en lisant. 15 octobre 2007. Ils l'ont amenée à l'hôpital aujourd'hui. 3 jours. Ils l'ont trouvée vivante dans la forêt. Les médecins ne peuvent pas l'expliquer. Moi non plus. Mais j'ai vu les photos prises par les gardes forestiers. J'ai vu les loups. Et je sais ce que je dois faire. Le souffle d'Emily se coupa. Elle revint à la première entrée. 12 octobre 2007. Une randonneuse est morte aujourd'hui. Jessica Marie Whitfield est tombée de Dead Horse Ridge. Il recherche sa fille en bas âge. 3 jours dans ces montagnes. Ce bébé ne survivra pas. Les pages se brouillèrent. Emily lut plus vite, le cœur battant. 16 octobre 2007. Je l'ai tenue aujourd'hui. Elle a les yeux de sa mère, bleus comme le ciel du Montana. Et Sarah dit, les loups l'ont maintenue en vie, l'ont allaitée. Pouvez-vous imaginer? Sarah veut l'étudier, la documenter. Je lui ai dit, non, ce bébé a besoin de normalité. Elle a besoin d'amour, pas d'être un projet de recherche. John et moi pouvons lui donner cela. Des photos tombèrent d'entre les pages. Un tout petit nourrisson enveloppé dans des couvertures d'hôpital. Margaret et son défunt mari, John, plus jeune, plein d'espoir, tenant un bébé. Et une autre photo, celle qui fit basculer le monde d'Emily. Un nouveau-né entouré de loups dans une grotte. Une grande femelle allongée à côté d'elle, protectrice. 20 octobre 2007, officialisé aujourd'hui. Emily Margaret Carson, notre fille. Sarah a promis de garder le secret. Les médias en feraient un monstre. Les scientifiques la piqueraient et l'examineraient. Non, elle aura une vie normale. Elle sera aimée. Elle sera la nôtre. Emily pressa son poing contre sa bouche, étouffant un sanglot. Adoptée. La femme qu'elle appelait maman avait gardé ce secret pendant 17 ans. Mais pourquoi? Elle continua à lire, sautant des années d'entrée. Margaret documentant l'enfance d'Emily, son lien avec la forêt, la façon dont les loups ne la fuyaient jamais. Comment Shadow, alors Chio, était présent le jour où Emily fut secourue, comment sa mère était la louve qui avait allaité un nourrisson mourant. Puis, 6 mois plus tôt, le ton changea. 3 avril 2020, Robert a trouvé les papiers d'adoption. Je l'ai vu dans le bureau fouiller les vieux dossiers de John. Il m'a regardé différemment après, plus froidement. Quand j'ai demandé ce qu'il cherchait, il a dit juste curieux de l'histoire familiale. Mais je connais ce regard. Je l'ai déjà vu. Quand il pensait que je ne regardais pas, quand il vérifiait les évaluations immobilières en ligne, quand il parlait à son frère Frank d'investissement. 30 avril 2020, j'ai appelé mon avocat aujourd'hui. Besoin de mettre à jour le testament. Tout à Emily. Robert n'aura rien. Frank n'aura rien. Si quelque chose m'arrive avant qu'Emily n'ait 18 ans, tout ira au fonds de conservation des loups du Montana. Robert ne pourra pas toucher un sou. 15 mai 2020, mes freins semblaient mous aujourd'hui. J'ai demandé à Robert s'il l'avait remarqué. Il a dit qu'il vérifierait. Il ne l'a pas fait. 20 mai 2020, j'engage un détective privé. Quelque chose ne va pas. Robert a rencontré Frank en ville. Ils arrêtent de parler quand j'arrive. Je les entends au téléphone tard la nuit. Des mots comme droit d'exploitation forestière et accord de développement et juste besoin d'attendre. D'attendre quoi? La dernière entrée était datée du 15 octobre 2020, 10 jours avant que la voiture de Margaret ne quitte Deadman's Curve. 15 octobre 2020, le détective privé l'a confirmé. Robert a des dettes de jeu, 87 000 $. Il a falsifié ma signature, essayant d'hypothéquer le ranch.
La banque a refusé parce que John avait mis en place des protections. Homme intelligent, mon mari, il savait se protéger contre les escrocs. Je dépose une demande de divorce lundi et je dirai tout à Emily pour son 18e anniversaire. Elle mérite de savoir d'où elle vient. Elle mérite de savoir qu'elle a survécu parce que les loups l'ont aimée en premier. S'il m'arrive quelque chose, Sarah a toute la documentation, le vrai testament, les preuves. Robert ne gagnera pas. Il ne peut pas gagner. Mais il avait gagné. Margaret est morte le 25 octobre 2020. Les papiers du divorce n'ont jamais été déposés. Emily entendit le camion s'arrêter dans l'allée en bas. Robert était rentré tôt. Elle fourra le journal et les photos dans sa veste, descendit l'échelle, essaya d'avoir l'air décontracté. Robert se tenait dans la cuisine. Bouteille de bourbon, déjà ouverte à 3 heures de l'après-midi. Ses yeux rencontrèrent les siens, froids, calculateurs. « Qu'est-ce que tu faisais là-haut? » »« Je cherchais les albums photos de maman pour demain. » Il but une longue gorgée. « Demain, n'est-ce pas? Ton grand jour, tes 18 ans. Drôle de chose que 18 ans. Légalement, un adulte peut hériter de biens, prendre des décisions. » Il sourit, mais son sourire n'atteignit jamais ses yeux. « Si tu y arrives, à 18 ans. » La main d'Emily trouva les pages du journal dans sa poche, alors que Robert s'approchait. La cuisine semblait soudain plus petite, les murs se resserrant. Elle pouvait sentir le bourbon sur son haleine à 2 mètres. « Tu crois que tu es spécial? » Sa voix était presque conversationnelle, ce qui rendait les choses encore pires. « Tu crois que parce que Margaret t'aimait, tu avais ta place ici? » « Je ne veux pas d'ennui, Robert. Je veux juste... » « Tu veux. » Il claqua la bouteille sur le comptoir. « Laisse-moi te dire ce que tu es. Tu es une enfant trouvée, une affaire de charité. Ta vraie maman a été assez stupide pour tomber d'une falaise et mourir dans les bois. Peut-être devrais-tu la rejoindre. » Le sang d'Émilie se glaça. « Comment savez-vous ça? J'ai trouvé le journal de ta maman il y a des mois, lu chaque mot. Des trucs très touchants. Des loups qui élèvent des bébés, les miracles de la nature. » Il rit, un rire sec et méchant. « Tu sais quoi, ce que je pense? Je pense que tu n'es qu'un animal qui a appris à marcher debout. » Elle recula vers la porte, mais Robert se déplaça plus vite que son embonpoint ne le laissait penser. Sa main attrapa sa gorge, la plaquant contre le mur. Les photos de Margaret tremblèrent dans leur cadre. Ce ranch vaut 2,3 millions. L'assurance-vie était de 250 000. Tu crois que je vais laisser une fille louve prendre ce qui est à moi? Emily griffa sa main, ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas se crier. Sa vision se brouilla. Il la relâcha soudainement. Elle s'effondra à quand ses yeux se dégagèrent, Robert tenait le journal de Margaret. Il l'avait sûrement tiré de sa poche. « Tu cherches ça? » Il arracha des fers, les laissant voltiger au sol. « Ta maman se croyait si intelligente, cachait des testaments, engageait des détectives, laissait des preuves. » Il déchira d'autres pages. Mais les accidents arrivent, les conduites de frein lâchent, les filles s'enfuient, les loups attaquent. Emily se jeta sur les pages. Robert la frappa du revers de la main. Elle sentit le sang. « Tu n'atteindras pas tes 18 ans, ma fille. Cet héritage est à moi. » Elle se releva en catastrophe, courut vers la porte d'entrée, verrouillée. Robert avait les clés, le téléphone fixe. Elle le saisit. Mort. Il avait coupé le fil. « Je me suis occupé de tout, » dit Robert, s'avançant. « Ton téléphone portable a disparu depuis des semaines. Personne ne te surveille le plus. Cette vieille voisine s'occupe de ses affaires. Le Dr. Jensen pense que tu es occupé avec l'école. Quand ils te trouveront, si jamais ils te trouvent, ce sera très triste. Une adolescente perturbée, un deuil de sa maman, errant dans les bois. Ces loups dont tout le monde a si peur, ils porteront le blâme. » Emily aperçut les clés de voiture de sa mère sur le crochet. Elle les saisit et courut à travers la cuisine par la porte arrière. La vieille Subaru était garée dans l'allée. Elle tâtonna avec les clés, les mains tremblantes.
Les pneus étaient crevés. Les quatre. Le caoutchouc pendait en lambeaux. Robert apparut sur le porche, tenant un couteau de chasse. Le même couteau que Margaret utilisait pour couper le poisson. J'ai pensé à tout, n'est-ce que pas? Emily courut non pas vers la route, trop loin, trop exposée, mais vers la forêt. La lisière des arbres n'était qu'à 100 mètres. Si elle pouvait l'atteindre, le semer dans l'obscurité, peut-être. Cours, petit loup. Vois où ça te mène. Elle atteignit la forêt à toute vitesse, les branches lui fouettant le visage. Derrière elle, le moteur du camion de Robert rugit. Il avait suivi le chemin forestier, la coupante. Mais les chemins qu'elle connaissait, les sentiers de gibier où la meute de Shadow voyageait, étaient trop étroits pour les véhicules. Emily vira à droite, trouva le sentier des Sœurs Parker. Ses poumons brûlaient, son ancienne blessure à la cheville, due à la botte de Robert 2 mois plus tôt, criait de protestation. Elle pouvait entendre le camion, les phares balayant les arbres, puis le camion s'arrêta. Le moteur coupa. Robert était à pied maintenant, la suivant. Elle l'entendit s'écraser à travers les broussailles, marmonnant des jurons. 87 000 $ de dette. Sa voix traversa l'obscurité. Tu sais ce que ça fait de devoir de l'argent à des gens qui brisent des jambes. Ta maman allait me divorcer, tout prendre, me laisser sans rien. Emily continua. 5 kilomètres dans la forêt. 6. Elle avait parcouru ces bois depuis l'enfance, les connaissait comme son propre battement de cœur, mais jamais dans l'obscurité totale. Jamais en courant pour sa vie. Ses freins étaient si faciles à couper. Frank m'a aidé. Mon frère est doué avec les voitures. Nous avons fait en sorte que ça paraisse parfait, et personne n'a posé de questions, pas même cette dame de la conservation. Le pied d'Emily s'accrocha à une racine. Elle tomba lourdement. La douleur explosa dans son genou. Le sang traversa son jean. Elle essaya de se lever, mais la cheville lâcha complètement. Les pas de Robert étaient plus proches maintenant. Elle pouvait voir le faisceau de sa lampe torche traverser les arbres. Elle rampa en avant, se tirant par les racines d'arbres et les rochers. Ses mains trouvèrent la clairière familière, l'endroit où elle avait trouvé Shadow 3 ans auparavant, où elle avait gagné la confiance de la meute avec patience et gentillesse. Emily s'effondra au centre, la poitrine haletante, ne pouvant plus courir, ne pouvant plus se cacher. Elle fit la seule chose qui restait, leva la tête et appela comme Margaret le lui avait appris des années auparavant, avant qu'Emily ne comprenne pourquoi sa mère connaissait le langage des loups. « Shadow, s'il te plaît, Shadow !» La forêt répondit par le silence, puis au loin un hurlement, long et plaintif. Se rapprochant, Robert entre dans la clairière. Couteau levé juste au moment où des yeux jaunes commençaient à apparaître dans l'ombre. Une paire, 2, 4, 8. La meute était arrivée. Les loups émergèrent de l'obscurité comme des fantômes ayant pris forme. Shadow les menait, sa tache blanche sur la poitrine captant le clair de lune. 7 autres le flanquaient. 3 mâles, 4 femelles, tous adultes. Leurs yeux reflétaient le faisceau de la lampe torche de Robert, transformant la clairière en un cercle d'or flottant. La main d'Emily trouva la patte cicatrisée de Shadow alors qu'il s'approchait. Le loup se pressa contre son flanc, partageant sa chaleur. Les autres formèrent un cercle protecteur, leur corps créant une barrière vivante entre elle et Robert. « Éloignez-vous d'elle !» La voix de Robert se brisa. Le couteau tremblait dans sa main. « C'est ma belle-fille. J'ai des droits. » Les lèvres de Shadow se retroussèrent, révélant ses dents. Un grondement sourd monta de sa poitrine. Les autres loups répondirent en chœur, un son qui vibra à travers la terre. Robert lança une pierre. Elle rebondit sans danger sur l'épaule de Shadow. Le loup ne tressaillit même pas. Les dents d'Emily claquaient. Elle avait couru pendant plus d'1 heure. La température chutait en dessous de 0. La perte de sang de son genou la rendait étourdie. Son corps s'éteignait. L'hypothermie s'installait, mais la chaleur du loup la maintenait consciente. À peine. « Ce n'est pas fini, dit Robert.
reculant vers une bûche tombée. Il s'assit, gardant le couteau visible. Les loups doivent dormir un jour. Tu dois dormir. Je peux attendre. À 2 miles de là, Dorothy Patterson, 82 ans, ne parvenait pas à dormir. Quelque chose n'allait pas. Elle avait vécu à côté du Ranch Carson pendant 43 ans. Elle savait quand les choses n'allaient pas. La lumière de la chambre d'Emily ne s'était pas allumée cette nuit-là. Le bruit du camion de Robert dévalant l'allée au coucher du soleil. Le visage terrifié de la jeune fille cet après-midi-là, quand elle était passée demander à utiliser le téléphone. Dorothy avait déjà échoué une fois il y a 3 ans, quand elle avait entendu Robert crier et n'avait appelé personne. Quand elle avait vu Emily avec un œil au beurre noir et avait accepté l'excuse « Je suis tombée de mon vélo », quand elle avait choisi le confort plutôt que le courage. Pas encore, pas ce soir. Elle trouva la note glissée sous son paillasson. L'écriture d'Emily, tremblante mais lisible. « Madame Patterson, s'il m'arrive quelque chose, c'est Robert qui l'a fait. Veuillez appeler le docteur Sarah Jensen au centre de conservation. Elle saura quoi faire. Dites-lui que les loups avaient raison à son sujet. Avec amour, Emily. » Les mains arthritiques de Dorothy composèrent le numéro qu'Emily avait écrit en bas. Le docteur Sarah Jensen examinait des demandes de subvention lorsque son téléphone sonna à 23 heures. Elle faillit ne pas répondre. Puis elle vit l'identification de l'appelant. Patterson. Dorothy. Dr. Jensen. C'est Dorothy Patterson, la voisine d'Emily Carson. Quelque chose ne va pas du tout. Sarah écouta la voix tremblante expliquer la note. Le camion de Robert, la peur d'Emily, son sang se glaça. Elle avait suspecté des abus pendant des mois, mais n'avait aucune preuve, aucun moyen d'intervenir sans la coopération d'Emily. La jeune fille avait été trop effrayée pour admettre la vérité. « J'arrive, appelez le shérif. Dites-leur violence domestique possible. » Le suspect pourrait être armé. Sarah saisit son kit d'urgence, des fournitures de premiers secours, des couvertures thermiques, des fusées éclairantes, et courut à son camion. Son téléphone vibra avec des SMS pendant qu'elle conduisait. Le département du shérif répond. Les gardes forestiers se mobilisent. Mais la zone sauvage de Bitterroot couvrait 50 miles carrés. Trouver une seule fille dans cette obscurité, c'était comme trouver un battement de cœur dans un ouragan. Sauf si on savait où chercher. Sarah avait étudié la meute de Shadow pendant 15 ans, connaissait leur territoire, leurs habitudes, l'emplacement de leur tanière. Si Emily courait dans la forêt et Sarah savait qu'elle le ferait, la jeune fille se dirigerait vers un terrain familier. La clairière où elle avait sauvé Shadow, où la meute l'avait d'abord acceptée. Sarah appuya plus fort sur l'accélérateur, les pneus crissant dans les virages de montagne. Dans la clairière, Emily sombrait et revenait à elle. La chaleur corporelle de Shadow la maintenait en vie, mais à peine. Sa température corporelle chutait. Elle ne sentait plus ses doigts, ne pouvait plus s'arrêter de trembler. Robert arpentait l'extérieur du cercle des loups, marmonnant des calculs. « Ton anniversaire est dans 12 heures, demain midi. Tu es majeur. Tout te revient. Mais si tu meurs avant ça... » Il sourit. Le testament de Margaret dit que si tu meurs avant 18 ans, tout va à la conservation des loups. Mais ce testament est caché. Le seul en dossier me donne tout à moi, en tant que veuf en deuil. Les yeux d'Emily s'ouvrirent en battant. Sarah a le vrai. Quoi, Jensen? Maman lui a tout donné. Preuves, photos, votre historique de recherche. La voix d'Emily n'était qu'un murmure. Comment simuler une attaque d'animaux? Combien de temps l'hypothermie prend d'elle? Loi sur l'héritage du Montana. Le visage de Robert devint blanc sous le faisceau de la lampe torche. Tu mens. Vraiment. Emily tout ça, goût de cuivre. Maman savait, elle a engagé un détective, tout documenté, vos dettes, votre frère Frank, le mécanicien des freins. Il a déjà témoigné. Elle inventait une partie de cela, priant pour que cela semble assez vrai pour l'effrayer. Ça a marché.
Robert se leva brusquement, arpentant plus vite. Non, non, elle n'aurait pas pu. Frank a dit, nous avons été prudents. Les oreilles de Shadow se dressèrent. Les têtes des autres loups pivotèrent à l'unisson. Regardant vers le sentier est, ils avaient entendu quelque chose. Emily et Robert n'entendaient pas de véhicule. Des moteurs forçant sur le chemin forestier de montagne. Robert l'entendit quelques secondes plus tard. Non, non. Il s'avança vers Emily, couteau levé. Si je tombe, tu viens avec moi. Shadow bondit en avant, non pas attaquant, mais bloquant. Les autres loups se ruèrent avec lui, formant un cercle plus étroit. Robert trébucha en arrière, manquant de tomber. 5 loups s'avancèrent vers lui, les dents nues, coordonnées. Ils le repoussèrent contre un grand pin, l'encerclant comme ils entoureraient une proie. Mais ils n'attaquèrent pas. Ils le maintinrent là, piégé par la menace de ce qu'ils pouvaient faire. La vision d'Emily se brouilla. Le monde bascula. Elle sentit la langue de Shadow sur son visage, essayant de la maintenir consciente. Souffle chaud, texture rugueuse. De la même manière qu'une mère louve essaierait de ranimer un chiot mourant. « Bon garçon, » murmura Emily. « Tu te souviens, il y a 3 ans, je t'ai sauvé. Maintenant, tu me sauves. » Shadow gémit, se pressant plus près. Des faisceaux de lampes torches traversèrent la forêt. Des voix appelant Emily. « Oh! Emily Carson! » Sarah Jensen fit éruption dans la clairière la première. Le garde forestier Tom Bradley derrière elle. Ils observèrent la scène. Emily effondrée au centre, des loups l'entourant de manière protectrice. Robert épinglé contre un arbre par 5 animaux grognants. Tom leva son fusil. « Éloignez-vous d'elle! »« Non! » Sarah attrapa le canon, le poussant vers le bas. « Il la protège! Regardez-les! » Tom hésita. Les loups n'attaquaient pas Emily. Ils la gardaient. L'un se pressait contre son flanc. Un autre était étendu sur ses jambes. La formation était défensive, non prédatrice. Sarah s'approcha lentement, les mains visibles. « Shadow, c'est moi, mon grand. Laisse-moi l'aider. » Les oreilles de Shadow se tournèrent vers la voix de Sarah. Il reconnut son odeur, son ton. Après un long moment, il s'écarta légèrement, juste assez pour que Sarah puisse atteindre Emily. « Oh mon Dieu, elle est en hypothermie. Tom, j'ai besoin de ces couvertures d'urgence tout de suite. » D'autres gardes arrivèrent. 2 allèrent vers Robert. Armes sorties. « Monsieur, posez le couteau. Les mains où nous pouvons les voir. » Les yeux de Robert dardèrent entre les gardes et les loups qui l'entouraient toujours. « Ils ont essayé de me tuer. Ces animaux ont essayé. Ces animaux lui ont sauvé la vie. » Claqua Sarah, enveloppant Emily dans des couvertures thermiques. « C'est vous l'animal ici, Mitchell. » Les yeux d'Emily s'ouvrirent brièvement. « Sarah? »« Je suis là, chérie. Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. » Shadow, ne les laissez pas blesser, Shadow. Personne ne blessera personne, je le promets. Tom appela l'hélicoptère médical par radio pendant que Sarah travaillait. Le pouls d'Emily était faible, sa respiration peu profonde. Ils avaient peut-être 1 heure avant la défaillance d'organes. L'hôpital le plus proche était à 40 minutes en ambulance, 15 en hélicoptère si le temps le permettait. Hélicoptère dans 20 minutes, rapporta Tom. Zone d'atterrissage à un demi-mille d'ici. Peut-elle y arriver? Sarah regarda les lèvres grises d'Emily, la façon dont sa poitrine se soulevait à peine. Nous devons essayer. Alors que les gardes soulevaient Emily avec précaution sur une civière, Shadow la suivit. Les autres loups gardaient leur distance, mais Shadow marchait à côté de la civière, refusant de partir. Lorsqu'ils atteignirent la clairière où l'hélicoptère allait atterrir, Shadow s'assit à la lisière des arbres, regardant, attendant. Les rotors de l'hélicoptère apparurent au-dessus de la crête, un projecteur illuminant la zone d'atterrissage improvisée. Alors que les ambulanciers chargeaient Emily à bord, Shadow releva la tête et hurla. Le son se propagea à travers les montagnes, plaintif et féroce. Une promesse ou une prière? Peut-être les deux.
La main d'Emily tressaillit vers le son. Sarah la serra. Il sera là quand tu te réveilleras. Je m'en assurerai. L'hélicoptère décolla, emportant Emily vers les lumières de Missoula. Dans la clairière en contrebas, Wilou était assis en formation, regardant jusqu'à ce que l'appareil disparaisse derrière la crête. Robert Mitchell, menotté à l'arrière d'un véhicule de garde forestier, regardait aussi. Pour la première fois depuis des mois, une peur sincère traversa son visage. Non pas des loups, non pas de la prison, mais de la vérité qui éclaterait. Le témoignage de Dorothy Patterson, la documentation de Sarah, les preuves cachées de Margaret. Le rapport du détective privé, la survie d'Emily, chaque carte qu'il avait empilée venait de s'effondrer. Tom s'approcha de Sarah alors qu'elle regardait les lumières lointaines de l'hélicoptère. « C'est loup, je n'ai jamais rien vu de tel. Les animaux sauvages ne protègent pas les humains. »« Ceux-là le font, » dit Sarah doucement. « Ils l'ont toujours fait, depuis le tout début. » Elle n'expliqua pas davantage. Certaines histoires appartenaient à Emily quand elle serait prête à les raconter. Mais en revenant à travers la forêt vers les véhicules, Sarah jeta un coup d'œil en arrière une fois. Shadow était toujours assis au bord de la clairière, silhouetté contre le clair de lune. Patient, loyal, attendant le retour de la jeune fille qu'il avait sauvée. La salle d'urgence de l'hôpital régional de Missoula sentait l'antiseptique et la peur. Emily arriva avec une température corporelle centrale de 30 degrés, 6 degrés en dessous de la normale. Son rythme cardiaque était irrégulier, sa tension artérielle dangereusement basse. Le médecin urgentiste, une femme nommée Patricia Mills, qui travaillait en traumatologie depuis 20 ans, avait déjà vu des victimes d'hypothermie. La plupart n'étaient pas si mal en point et survivaient. Mettez-lui des fluides intraveineux réchauffés, immédiatement. J'ai besoin de couverture chauffante, d'un monitorage cardiaque et quelqu'un appelle l'unité de soins intensifs. Cette fille est dans un état critique. Sarah se tenait contre le mur, restant à l'écart, mais refusant de partir. Une infirmière tenta de l'escorter vers la salle d'attente. Famille seulement. « Je suis toute la famille qu'elle a, » dit Sarah, la voix dure comme du granit. « Je ne pars pas. » Le Dr Mills leva les yeux de l'insertion d'une ligne intraveineuse. « Laissez-la rester. Cette fille a besoin de quelqu'un qui se soucie d'elle. » Les radiographies racontaient une histoire d'abus systématique. Une fracture guérie au poignet gauche d'Emily, vieille de 6 mois. 2 côtes fêlées, vieilles de 3 mois. Des ecchymoses en forme de doigts sur le haut de ses bras. Des blessures défensives sur ses avant-bras. La malnutrition évidente sur ses scans de densité osseuse. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » demanda le Dr Mills à Sarah à voix basse. « Depuis la mort de sa mère, 6 mois, peut-être plus. » La voix de Sarah se brisa. Je le suspectais, mais je ne pouvais pas le prouver. Elle ne voulait pas parler. Elle avait trop peur. Elles le sont toujours. Le Dr Mills avait vu ce schéma trop de fois, connaissait les statistiques. Une fille sur 4 subissait des violences domestiques. La plupart ne les rapportaient jamais. Beaucoup n'y survivaient pas. Eh bien, elle parle maintenant. Chaque blessure sur son corps est une preuve. Un détective arriva à 4 heures du matin. James Kowalski, 15 ans d'expérience dans les affaires de violence domestique, était arrivé directement de la scène où les Rangers avaient Robert Mitchell en garde à vue. Il avait lu la déclaration de Dorothy Patterson, vu la note laissée par Emily, entendu les enregistrements sur l'ordinateur portable de Robert. « Combien de temps avant que je puisse l'interroger » demanda-t-il au Dr Mills. « Si elle se réveille demain, peut-être. Pour l'instant, nous essayons de la maintenir en vie. » Sarah leva brusquement la tête. « Si ?» L'expression du Dr Mills s'adoucit. Son corps a subi un traumatisme extrême. L'hypothermie, la perte de sang, le stress. Les 6 prochaines heures sont critiques. Si nous pouvons stabiliser sa température et régulariser son rythme cardiaque, elle a une chance de se battre. Sarah tira une chaise près du lit d'Emily et prit la main froide de la jeune fille.
Écoute-moi, Emily Carson. Tu as survécu 3 jours dans la forêt quand tu étais bébé. Tu as survécu 6 mois avec ce monstre. Tu as survécu la nuit dernière. Tu n'as pas le droit d'abandonner maintenant. Tu m'entends? Les paupières d'Emily tressaillirent, mais ne s'ouvrirent pas. Devant l'hôpital, alors que l'aube peignait le ciel de rose et d'or, Shadow était assis près de l'entrée des urgences. La sécurité avait essayé de le chasser 3 fois. Il ne bougeait pas. Il restait là, regardant les portes, attendant. À 6 heures du matin, toute la meute était arrivée. 8 loups assis en formation sur le parking de l'hôpital. Les voitures les contournaient largement. La sécurité appela le contrôle animalier, qui appela le docteur Sarah Jensen, qui leur dit de laisser les loups tranquilles. « Ils ne font de mal à personne, » dit Sarah au téléphone. « Ils veillent juste. »« Madame, nous ne pouvons pas avoir d'animaux sauvages sur un parking d'hôpital. »« Alors arrêtez-moi parce que je vous dis que ces loups restent. Ils ont sauvé la vie de cette fille. Ils ont le droit d'attendre. » Le superviseur de la sécurité, un ancien Marine nommé Marcus Webb, regarda les loups à travers la fenêtre. Quelque chose dans leur formation, leur immobilité, lui rappela des soldats en faction. « D'accord, ils restent, mais s'ils causent des problèmes, ils ne le feront pas, » promit Sarah. À 7 heures du matin, la température d'Emily atteignit 33,2. Son rythme cardiaque se stabilisa. La couleur revint à ses lèvres. Le Dr Mills s'autorisa un sourire prudent. Elle se bat, les signes vitaux s'améliorent. À 8 heures du matin, le détective Kowalski revint avec une mise à jour. Nous l'avons eu. Robert Mitchell fait face à une tentative de meurtre au premier degré, entre autres accusations. Nous avons trouvé le véritable testament de Margaret Carson au bureau de l'avocat. Sarah Jensen nous y a conduits. Tout revient à Emily. Le testament que Robert a déposé était un faux. Sarah ferma les yeux. Margaret savait. Elle a essayé de protéger Emily même après la mort. Il y a plus. Nous avons arrêté le frère de Robert, Frank Mitchell. Nous avons trouvé des preuves qu'il a aidé à trafiquer les conduites de frein de Margaret Carson. Les 2 frères vont être poursuivis pour meurtre. La main de Sarah se serra sur celle d'Emily. Bien, qu'il pourriste. À 9 heures du matin, les yeux d'Emily s'ouvrirent juste un instant. Elle vit le visage de Sarah, entendit les bips des moniteurs, sentit la chaleur des couvertures chauffantes. « Shadow, » murmura-t-elle, « il est là, juste dehors, il t'attend, ma chérie. Ne les laissez pas le blesser. Personne ne blessera personne, je le promets. » Les yeux d'Emily se refermèrent, mais cette fois, c'était un sommeil naturel, pas une perte de conscience. Son corps commençait à guérir. Le Dr Mills vérifia les moniteurs. Elle est stable, hors de danger immédiat. Elle a encore besoin d'observation, mais je pense qu'elle a passé le pire. Sarah laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis des heures. Puis-je la ramener à la maison quand elle sortira? À la maison où? Avec Robert Mitchell? Avec moi? Je dépose une demande de tutelle d'urgence. Cette fille a besoin d'un endroit sûr. Je peux lui donner ça. Le Dr Mills hocha la tête. Je soutiendrai cette pétition. Je documenterai tout ce que j'ai vu ici. Aucun juge ne la renverra dans cette maison. À 10 heures du matin, une infirmière poussa le lit d'Emily près de la fenêtre. Sarah l'avait demandé spécifiquement. « Juste pour 1 minute, dit-elle. » Quand les yeux d'Emily s'ouvrirent à nouveau, Sarah montra à l'extérieur. « Regarde. » 8 loups étaient assis sur le parking, Shadow devant, les autres derrière lui, tous face à l'hôpital, tous attendant. Les yeux d'Emily se rempliront de larmes. Ils sont restés. Ils resteront toujours, dit Sarah. C'est ce que fait la famille. À 11 heures du matin, Dorothy Patterson arriva avec des fleurs et des larmes. J'aurais dû faire quelque chose plus tôt. J'aurais dû appeler il y a des mois. Emily, plus alerte maintenant, serra la main de la vieille femme. Vous avez appelé quand ça comptait. Vous m'avez sauvé la vie. Ces loups t'ont sauvé la vie, ma chérie. J'ai juste passé un coup de fil. Cet appel a tout changé. Merci d'avoir été courageuse. Dorothy fondit en larmes.
Sarah lui tendit des mouchoirs, comprenant qu'elles avaient toutes un peu laissé tomber Emily. Mais la nuit dernière, quand cela comptait le plus, elles avaient été là. À midi précisément, Emily eut 18 ans. Le Dr. Mills apporta un cupcake de la cafétéria avec une seule bougie. Sarah, Dorothy, deux infirmières et le détective Kowalski chantèrent un joyeux anniversaire. C'était faux et maladroit, et la plus belle chose qu'Emily ait jamais entendue. « Fais un vœu, » dit Sarah. Emily ferma les yeux, souhaita la sécurité, la famille, la justice, un avenir où elle n'aurait pas à avoir peur. Elle souffla la bougie. Dehors, Shadow hurla. La meute le rejoignit. 8 voix en harmonie se répandant dans Missoula. Le personnel de l'hôpital s'arrêta dans les couloirs, écoutant. Les patients regardèrent par les fenêtres. Les visiteurs montrèrent du doigt et chuchotèrent. Emily sourit à travers les larmes. Ils chantent aussi. Sarah l'étreignit avec précaution, attentive aux lignes intraveineuses. « Joyeux anniversaire, ma chérie. Tu y es arrivée contre tout. Tu y es arrivée. »« Nous y sommes arrivés, » corrigea Emily. « Nous tous. » Par la fenêtre, les yeux jaunes de Shadow rencontrèrent les siens, et une compréhension passa entre eux. Survivant à survivant, famille à famille, le pire était passé. La guérison pouvait commencer. 3 jours après le 18e anniversaire d'Emily, Sarah était assise près de son lit d'hôpital avec une pochette jaune. L'enveloppe était usée comme si elle avait été ouverte et refermée plusieurs fois. Emily reconnut l'écriture de sa mère sur le devant. Pour Emily, la vérité. « Ta mère me l'a donné 2 semaines avant de mourir, » dit Sarah doucement. « Elle m'a fait promettre de te la donner pour tes 18 ans. Elle savait que quelque chose pourrait lui arriver. » Les mains d'Emily tremblèrent en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient des documents, des photographies et une lettre écrite de la main soignée de Margaret. La première photo montrait une jeune femme aux cheveux bruns et aux yeux bleus, les mêmes qu'Emily, debout devant les montagnes Bitterroot. « Jessica Marie Whitfield, » dit Sarah. « Ta mère biologique. Elle avait 28 ans, une photographe animalière et militante écologiste. Elle est venue au Montana pour documenter la population de loups. » Emily fixa le visage qui aurait pu être le sien dans 10 ans. « Elle me ressemble. »« Tu es son portrait craché. » Sarah sortit une autre photo. Celle-ci montrait Jessica tenant un nourrisson, prise à l'hôpital. C'était toi, à 3 jours, le 15 octobre 2007. Les photos suivantes coupèrent le souffle d'Emily. Un tout petit bébé entouré de loups dans une grotte, une grande louve grise allongée à côté du nourrisson, protectrice. Des gardes forestiers s'approchant avec précaution. Et enfin, ce même bébé dans un hôpital, vivant contre toute attente. « J'étais la jeune garde forestière qui t'a trouvé, » dit Sarah. « Nous te cherchions depuis 3 jours. Ta mère était tombée de Dead Horse Ridge en photographiant la meute. Nous avons trouvé son corps, mais tu avais disparu. » Sa voix se brisa. « Nous pensions que les loups t'avaient prise, que nous trouverions des restes. » Emily ne pouvait pas parler, se contentant de fixer les images. « Mais quand nous t'avons trouvée, tu étais vivante, au chaud, nourrie. Cette louve, la mère de Shadow, t'avait allaitée, t'avait maintenue en vie pendant 3 jours. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer, disaient que c'était impossible. Mais tu étais là. » Sarah sortit des dossiers médicaux, de la documentation sur le sauvetage d'Emily, des témoignages de gardes qui avaient vu les loups protéger un nourrisson, des coupures de presse que Margaret avait soigneusement conservées. Bébé Miracle survit 3 jours dans la nature. Margaret et son mari John ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils essayaient depuis des années. Quand elle t'a vu dans cet hôpital, elle a dit que c'était le destin, que tu avais survécu pour une raison. Elle t'a adopté en 1 semaine. La lettre de Margaret était datée du 10 octobre, 20 jours avant sa mort. « Ma très chère Emily, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Je prie pour me tromper, pour être paranoïaque. Mais Robert pose trop de questions sur le ranch, la valeur de la propriété,
Les lois successorales. Son frère Frank le conseille. Je reconnais les signes maintenant. J'aurais dû les voir avant notre mariage. Tu dois connaître la vérité sur tes origines. Non pas parce que la mort de ta mère biologique te définit, mais parce que ta survie le fait. Jessica Whitfield est morte en t'aimant. Les loups, ceux qui t'ont trouvé, t'ont assez aimé pour te maintenir en vie, alors que n'importe quelle créature rationnelle se serait éloignée. Je t'ai assez aimé pour me battre contre l'État pour ta garde. Et toi, ma courageuse fille, tu as assez aimé la vie pour survivre. Le ranch est à toi. Tout est à toi. Où j'ai mis à jour mon testament. Le vrai est avec Sarah, pas la version que Robert croit connaître. S'il m'arrive quelque chose, Sarah a toute la documentation. Elle sait tout. Fais-lui confiance. Les loups ne t'ont jamais oublié. Emily, je les ai observés pendant 18 ans. La mère de Shadow se souvenait. Shadow lui-même se souvient, bien qu'il n'était qu'un chiot quand tu as été secouru. C'est pourquoi ils t'ont laissé t'approcher quand tu as trouvé Shadow blessé il y a 3 ans. Ils t'ont reconnu. Tu fais partie de leur famille, tout comme tu fais partie de la mienne. N'aie pas peur de tes origines. Sois fier de ce que tu as survécu. Et sache que chaque instant que j'ai passé avec toi, t'es un cadeau. Avec tout mon amour, maman. Emily serra la lettre, les larmes coulant. Elle savait. Elle savait que Robert était dangereux. Elle a engagé un détective privé, a suggéré des accusations, mais elle n'y est pas parvenue. La voix de Sarah se durcit. La police a trouvé le mécanicien qui a trafiqué ses conduites de frein. Frank Mitchell lui a payé 5 000 $. Le mécanicien a conservé des dossiers, des dépôts bancaires, des messages textes. Il témoigne contre les 2 frères. Les 2, Emily leva les yeux. Frank aussi. Frank était le cerveau. Robert ne fait que suivre les ordres. Il prévoyait de se partager l'héritage après ta mort. Organiser ta mort comme un tragique accident ou une attaque de loup. Collecter l'argent de l'assurance et vendre le ranch à des promoteurs. Sarah ouvrit un autre dossier. Celui-ci contenait des documents financiers, des relevés bancaires montrant les dettes de Robert, des évaluations immobilières, des demandes d'hypothèques falsifiées avec la signature de Margaret, des historiques de recherche Internet depuis l'ordinateur portable de Robert. Combien de temps prend l'hypothermie? Mise en scène d'une attaque d'animaux. Loi sur l'héritage du Montana mineur. Le détective Kowalski a tout. Les 2 frères font face à des accusations de meurtre au premier degré pour Margaret. Tentative de meurtre, fraude et complot pour ce qu'ils t'ont fait. Le procureur dit qu'il risque de la prison à perpétuité, sans libération conditionnelle. Emily ferma les yeux, processant sa mère. Les 2 mères mortes à cause de l'avidité. Sa propre quasi-mort parce qu'elle se tenait entre des hommes maléfiques et l'argent. Il y a encore une chose, dit Sarah doucement. Elle sortit le dernier document, un certificat de naissance avec le nom original d'Emily, Jessica. Emily Whitfield, et en dessous, le certificat d'adoption amendé de Margaret, Emily Margaret Carson. Tes mères t'ont donné leur nom. Jessica t'a donné son prénom. Margaret t'a donné le sien comme 2e prénom. Tu portes les 2. Emily traça les noms du doigt. Jessica, Margaret, 2 femmes qu'il avait aimées. L'une qui lui avait donné la vie, l'autre qui lui avait donné une vie qui valait la peine d'être vécue. Et les loups, murmura Emily, ils m'ont donné la survie. C'est exact, acquiesça Sarah. Tu as été bénie par 3 familles et maudite par un homme maléfique qui pensait que l'amour pouvait se mesurer en dollars. Emily regarda par la fenêtre où Shadow attendait toujours. Il a perdu, n'est-ce pas? Robert a tout perdu. Tout, confirma Sarah. Et toi, ma chérie, tu as gagné tout ce qui compte. Une semaine après l'hospitalisation d'Emily, la salle d'audience du comté de Missoula était bondée. Robert Mitchell était assis dans une combinaison orange, menotté et les yeux creux. Son frère Frank occupait la table des accusés à côté de lui, l'air tout aussi abattu. Emily était assise au premier rang entre Sarah et Dorothy Patterson, ses côtes toujours scotchées, les bleus s'estompant du violet au jaune vert. La juge Patricia Thompson, une femme sévère de 65 ans,
qui avait présidé des affaires de violence domestique pendant 30 ans, examina les preuves avec un dégoût à peine dissimulé. La procureure, Amanda Chin, sans lien de parenté avec Emily malgré son nom, avait construit une affaire inattaquable. L'État présente la pièce à conviction A, l'ordinateur portable de l'accusé contenant des recherches sur la façon de simuler une attaque d'animaux, la chronologie de la mort par hypothermie et la loi sur l'héritage du Montana pour les mineurs. La pièce à conviction B, des relevés bancaires montrant 87 000 de dettes de jeu. La pièce à conviction C, des faux testaments avec la signature de Margaret Carson. L'analyse graphologique confirmant la falsification. Et mandat continua méthodiquement moignante. La pièce à conviction D, le témoignage du mécanicien Dale Stevens qui a été payé 5 000 $ par Frank Mitchell pour trafiquer les conduites de frein de Margaret Carson. La pièce à conviction E, des messages textes entre Robert et Frank Mitchell discutant du problème et comment le faire paraître naturel. Les preuves s'accumulaient. Photos des blessures d'Emily, dossiers médicaux documentant les schémas d'abus, le témoignage larmoyant de Dorothy Patterson sur la note qu'Emily avait laissée, rapport des gardes forestiers sur la découverte d'Emily près de la mort dans la forêt, puis Amanda lâcha la bombe. L'État présente également ceci. Elle brandit un petit appareil d'enregistrement. Margaret Carson portait un stylo enregistreur dans ses derniers jours. Elle a documenté des conversations avec Robert Mitchell. La salle d'audience tomba dans le silence alors que la voix de Margaret emplissait la pièce, conservée d'outre-tombe. « Robert, pourquoi demandes-tu des informations sur les polices d'assurance-vie? »« Juste par curiosité, chérie, pour m'assurer que nous sommes couverts. La police est sur moi. Emily est la bénéficiaire, pas toi. Que se passerait-il si quelque chose arrivait à Emily? Qui recevrait l'argent alors? » Le fonds de conservation des loups du Montana. Je m'en suis assuré. Tu n'aurais rien. Une longue pause. Puis la voix de Robert, froide et calculatrice. Je suppose que je ferais mieux de m'assurer que rien ne lui arrive alors, du moins jusqu'à ses 18 ans. La salle d'audience éclata. Le marteau de la juge Thompson claqua comme le tonnerre. Ordre! Les mains d'Emily se serrèrent dans son giron. Entendre à nouveau la voix de Robert lui donnait la chair de poule, mais entendre la voix de sa mère, forte, protectrice, anticipant le danger, fit couler des larmes sur son visage. Margaret avait su, avait essayé de la protéger, même sachant que cela pourrait lui coûter la vie. L'avocat de la défense de Robert, un défenseur public nommé Marcus Webb, qui voulait clairement être ailleurs, fit une tentative peu convaincante. Votre honneur, mon client était sous l'influence de l'alcool. Son jugement était altéré. Un jugement altéré n'explique pas des mois de préméditation, claqua la juge Thompson. Les preuves montrent une planification systématique, une conspiration et un meurtre de sang-froid. Monsieur Mitchell, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Robert se leva, ses chaînes cliquetant. Un instant, Emily pensa qu'il pourrait s'excuser, montrer un soupçon d'humanité. Au lieu de cela, il ricana. Ce ranch aurait dû être le mien. Margaret l'avait promis quand nous nous sommes mariés. Cette fille louve n'est même pas de la vraie famille, juste un cas de charité. La salle d'audience haleta. Le visage de la juge Thompson devint de pierre. Monsieur Mitchell, vous venez de sceller votre destin. Ce tribunal vous déclare coupable de meurtre au premier degré dans la mort de Margaret Carson, de tentative de meurtre au premier degré d'Emily Carson, de fraude, de fougue et d'usage de personne et de complot. Je vous condamne à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle se tourna vers Frank Mitchell. Monsieur Frank Mitchell, vous avez orchestré tout ce stratagème. Vous avez engagé le mécanicien. Vous avez falsifié des documents. Vous avez conseillé votre frère sur la façon de commettre un meurtre et de le faire paraître accidentel. Je vous déclare également coupable. Prison à perpétuité sans libération conditionnelle.
Le marteau tomba. Robert se jeta sur Emily, les chaînes le retenant. « Tu ne mérites pas cet argent. Tu n'es rien. Tu m'entends, rien. » La sécurité le maîtrisa. Alors qu'il le traînait hors de la salle d'audience, ses yeux rencontrèrent ceux d'Emily une dernière fois. Elle n'y vit aucun remords, aucune reconnaissance de ce qu'il avait détruit. Juste la rage et le droit de possession brûlant jusqu'à la fin. Sarah serra la main d'Emily. « C'est fini. Il ne pourra plus jamais te faire de mal. » Mais Emily entendait à peine. Son attention fut captivée par quelque chose qu'Amanda Chin avait mentionné, quelque chose qui avait été enfoui dans les documents financiers. Elle attrapa le bras de Sarah. « Attendez, qu'est-ce qu'il y a eu à propos du ranch qui a failli être saisi? » Amanda s'approcha, dossiers à la main. « Robert a illégalement hypothéqué la propriété en utilisant des documents falsifiés. La banque réclame 400 000 $. Sans paiement, ils saisiront le ranch. » Le cœur d'Emily se serra. Elle avait survécu. Robert avait survécu à la forêt, survécu à tout pour perdre la terre de sa mère à une banque. « Je n'ai pas ce genre d'argent. »« En fait, » dit Amanda avec un léger sourire, « vous en avez. Margaret avait une police d'assurance-vie sur Robert que vous avez hérité à vos 18 ans. Elle vaut 1 million de $. Il y a aussi une clause de double indemnité. Si Robert commet un crime contre vous, le versement double. » Emily regarda fixement. 2 millions de $. Votre mère était une femme très intelligente. Elle avait prévu toutes les éventualités, y compris celle-ci. Elle savait que Robert pourrait essayer de tout détruire, alors elle s'est assurée que son crime vous rendrait suffisamment riche pour le sauver. Sarah rit à travers ses larmes. Margaret a eu le dernier mot après tout. « Il y a plus, » continua Amanda. « Robert a dépensé 85 000 $ en jeu de hasard que sa succession doit vous rembourser à titre de restitution. Les biens de Frank Mitchell sont également saisis, 100 000 $ de plus. Combiné au paiement de l'assurance, vous regardez plus de 2 millions de $. Emily se sentit étourdie. Je ne sais pas quoi faire avec autant d'argent. Vous sauvez le ranch de votre mère, dit Dorothy Patterson fermement. Vous en faites la maison qu'elle voulait que ce soit. Vous honorez sa mémoire. Amanda ajouta un dernier détail. Le testament de Margaret comprenait également une fiducie de 500 000 $ pour le Fonds de conservation des loups du Montana, à gérer par le docteur Sarah Jensen. Votre mère voulait s'assurer que la meute de Shadow serait toujours protégée. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. 1 demi-million, c'est assez pour acheter le terrain forestier adjacent. Établir un sanctuaire protégé permanent. Le refuge de Shadow, murmura Emily. Nous pourrions l'appeler le refuge de Shadow. Je pense que Margaret adorerait ça. 2 semaines plus tard, Emily fut sortie de l'hôpital. Sarah la conduisit non pas au ranch, trop de mauvais souvenirs là-bas, mais à la cabane de Sarah, sur la propriété du centre de conservation. Une modeste maison en bois de 2 chambres donnant sur la forêt, avec des loups visibles au loin. « Ta chambre est prête, » dit Sarah. « Je l'ai décorée moi-même. Ce n'est pas grand-chose, mais... » Emily la coupa avec un câlin. « C'est parfait, c'est la maison. » La chambre avait une grande fenêtre donnant sur la forêt, un lit confortable avec une couette faite à la main et des photos sur les murs. Margaret et Emily à différents âges, Jessica Whitfield dans la nature. Et un ajout récent, Emily entourée de loups dans la clairière, prise par un garde forestier la nuit de son sauvetage. Ce soir-là, alors que le coucher de soleil peignait les montagnes d'or et de carmin, Emily se tenait à la fenêtre. Sarah vint à côté d'elle, tenant 2 tasses de chocolat chaud. « Prête pour demain ?» demanda Sarah. Demain était le premier jour de la nouvelle vie d'Emily. La tutelle de Sarah avait été approuvée. Le ranch était sauvé. Bien qu'Emily ait décidé de continuer à vivre dans la cabane de Sarah, la maison où Robert l'avait blessée serait vendue. La terre resterait la terre des Carson, protégée à perpétuité. « Je suis prête, » dit Emily, puis plus doucement. « Sera-t-il là? » Sarah sourit.
Shadow? Chérie, il n'a pas quitté la lisière de la forêt depuis 2 semaines. Il t'attend. On peut aller le voir, juste quelques minutes? Elles descendirent le sentier alors que l'obscurité s'installait. Emily marchait lentement, encore en convalescence, mais plus forte chaque jour. Lorsqu'elles atteignirent la clairière où les loups se rassemblaient souvent, Sarah resta en arrière, laissant Emily continuer seule. Emily appela comme sa mère le lui avait appris des années auparavant, avant qu'Emily ne comprenne pourquoi Margaret connaissait le langage des loups. Un hurlement mi-humain, mi-sauvage, un son qui appartenait aux deux mondes. La forêt répondit. Shadow émergea des ombres, la tache blanche sur sa poitrine captant le clair de lune. Il s'approcha avec précaution comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. Lorsqu'il l'atteignit, Emily s'agenouilla et passa ses bras autour de son cou, enfouissant son visage dans sa fourrure. « Merci, murmura-t-elle. Merci de t'être souvenu de moi, de m'avoir sauvé, de n'avoir jamais abandonné. » Shadow se pressa contre elle, gémissant doucement. Le son qu'un loup fait lorsqu'il est réuni avec sa meute. Les 7 autres loups apparurent, formant leur cercle protecteur une dernière fois. Mais maintenant, il n'y avait plus de danger à surveiller. C'était simplement une famille se rassemblant pour confirmer que tous les membres étaient en sécurité et présents. Emily resta là jusqu'à ce que les étoiles remplissent le ciel, entourée de loups, veillée par Sarah, enfin et complètement en sécurité. Elle avait survécu à la mort de 2 mères, à la haine d'un monstre et à une forêt qui aurait dû la tuer. Elle avait survécu parce qu'elle n'était jamais vraiment seule. Ni bébé dans une grotte, ni fille dans un foyer violent, ni jeune femme fuyant pour sa vie. 3 familles l'avaient réclamée. 3 familles l'avaient sauvée. Et maintenant, enfin, elle pouvait commencer à se sauver elle-même. 6 mois plus tard, Emily se tenait sur le porche de la cabane de Sarah, un appareil photo à la main, photographiant le lever du soleil sur les montagnes Bitterroot. Le printemps avait transformé la forêt du brun hivernal au vert éclatant. Des fleurs sauvages parsemaient la prairie où la meute de Shadow se promenait souvent. Au loin, elle pouvait voir les loups se déplacer dans la brume matinale, chassant en famille. Elle avait repris le poids qu'elle avait perdu. Ses bleus s'étaient estompés en un souvenir. Les cauchemars venaient moins fréquemment maintenant, bien que certaines nuits, elle se réveillait encore haletante, sentant la main de Robert sur sa gorge. Ces nuits-là, Sarah préparait du thé à la camomille et elle s'asseyait sur le porche jusqu'à l'aube, parlant de Margaret, de Jessica, de la guérison. Le ranch avait été vendu à une jeune famille de Californie, un couple avec 2 filles qui avaient promis d'aimer la terre comme les Carson l'avaient fait. Emily avait gardé les 500 acres de forêt légalement protégés en tant que sanctuaire de loup Shadow's Haven. Pas de chasse, pas de développement, juste une nature sauvage préservée pour toujours. Emily s'était inscrite à l'Université du Montana, étudiant la biologie de la faune. Elle faisait la navette depuis la cabane 3 jours par semaine, passant les autres jours à travailler au centre de conservation avec Sarah. Ensemble, elles avaient agrandi l'installation, utilisant la fiducie de Margaret pour construire de nouvelles enceintes, embaucher du personnel supplémentaire et lancer des programmes éducatifs sur la conservation des loups. L'attention médiatique avait été écrasante au début. La fille miracle, sauvée par les loups, avait fait la une des journaux nationaux. Les demandes d'interview affluaient. Emily en avait refusé la plupart, mais en avait accepté un segment sur 60 Minutes, où elle pouvait plaider pour la protection des loups et la sensibilisation à la violence domestique. Elle avait montré ses cicatrices, raconté son histoire et regardé directement la caméra. Les monstres ne ressemblent pas toujours à des monstres, avait-elle dit. Parfois, ils ressemblent à la famille. Parfois, ils sourient pendant qu'ils vous blessent. Mais si vous avez de la chance, si votre vraie famille vous trouve, même si cette famille a 4 pattes et de la fourrure, le segment avait déclenché une conversation nationale. Les dons affluaient vers les organisations de conservation des loups. Les lignes directes d'aide aux victimes de violences domestiques
ont signalé une augmentation du volume d'appels de personnes trouvant enfin le courage de demander de l'aide. Emily a reçu des milliers de lettres de survivants disant que son histoire leur donnait de l'espoir. Dorothy Patterson est devenue la grand-mère officieuse d'Emily, lui rendant visite chaque semaine avec des biscuits faits maison et des histoires sur Margaret. « Ta maman était l'âme la plus gentille que j'ai jamais connue, disait-elle. Têtue comme une mule, mais gentille. Elle serait si fière de toi. » Le terrain du Ranch Carson, désormais protégé, est devenu une destination pour les chercheurs étudiant le comportement des loups. Les travaux de Sarah sur le lien humain-loup, avec Emily comme preuve vivante, ont été publiés dans de grandes revues scientifiques. Des universités ont offert des bourses complètes à Emily. Elle a choisi le Montana, voulant rester proche de Shadow, de Sarah, de sa maison. À ce qui aurait été le 53e anniversaire de Margaret, Emily et Sarah ont fait une randonnée jusqu'à Dead Horse Ridge, où Jessica Whitfield était tombée 18 ans auparavant. Elles y avaient placé un mémorial, une simple stèle avec les noms des deux mères. Jessica Marie Whitfield, mère bien-aimée. Margaret Ann Carson, mère bien-aimée. 1927-2024. Toutes deux ont tout donné pour la fille qu'elles aimaient. Emily plaça des fleurs sauvages sur la pierre. « J'aurais aimé te connaître, dit-elle à la mémoire de Jessica. J'aurais aimé passer plus de temps avec toi, dit-elle à Margaret. Mais je vous porte toutes les deux chaque jour. Sarah lui serra l'épaule. Elles savent, ma chérie. D'une certaine manière, elles savent. Ce soir-là, comme c'était devenu leur rituel, Emily se rendit à la lisière de la forêt. Shadow était toujours là, l'attendant. Il avait 6 ans et demi maintenant, à son apogée, confiant dans son rôle de chef de meute. Mais quand Emily apparut, il devint autre chose. Doux, protecteur, presque chiot dans sa dévotion. Elle lui avait apporté un cadeau, un épais collier de cuir avec une petite clochette et une plaque en laiton gravée « Shadow Gardien ». Sarah avait protesté. « Il est sauvage, Emily. Nous ne devrions pas mettre de collier aux animaux sauvages. » Mais Emily avait insisté. « Il n'est pas seulement sauvage. Il est de la famille, et la famille devrait savoir qu'elle est réclamée. » Shadow l'avait laissé l'attacher autour de son cou, restant parfaitement immobile, faisant entièrement confiance. Maintenant, le doux tintement de la clochette annonçait sa présence chaque fois qu'il bougeait. La meute avait d'abord été curieuse du son, mais l'avait rapidement accepté comme faisant partie de l'identité de Shadow. Le premier jour d'Emily de retour à l'Université du Montana pour le semestre d'automne, elle présenta sa proposition de recherche. Le lien intergénérationnel de la meute chez Canis lupus, une étude de cas du comportement protecteur hérité. Ses professeurs furent fascinés. Personne n'avait documenté quoi que ce soit de semblable au lien de la famille de Shadow avec Emily, la mère louve qui avait allaité un nourrisson, le fils qui avait protégé la même enfant 18 ans plus tard. Cela pourrait révolutionner notre compréhension de la cognition et de la mémoire des loups, dit son conseiller. Si vous pouvez prouver la transmission génétique d'un comportement protecteur appris, je n'essaie de rien prouver, interrompit doucement Emily. J'essaie de comprendre ce qui m'a sauvé la vie 2 fois. Elle passait ses week-ends à photographier la meute, documentant leurs interactions, leur hiérarchie, leurs schémas de chasse. Ces photos apparurent dans National Geographic, Sierra Magazine et Audubon. Les légendes mentionnaient toujours Shadow par son nom, reconnaissant toujours la dette qu'elle devait. Un après-midi de fin octobre, 1 an après la nuit qui avait failli la tuer, Emily retourna dans la clairière où tout s'était passé, l'endroit où Robert l'avait poursuivi, où Shadow l'avait trouvé, où sa vie s'était scindée entre un avant et un après. Elle avait évité cet endroit pendant des mois. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Mais sa thérapeute, une femme nommée Carol, spécialisée dans les traumatismes, lui avait suggéré qu'elle aurait besoin d'y faire face pour guérir complètement. Sarah marchait avec elle, mais resta à la lisière de la clairière. C'était quelque chose qu'Emily devait faire seule.
L'espace avait l'air différent à la lumière du jour, plus petit, d'une certaine manière, moins terrifiant, juste un cercle de terre entouré de pins. Mais quand Emily ferma les yeux, elle pouvait tout ressentir à nouveau. Le froid, la peur, la certitude de mourir, puis la chaleur, la fourrure, des yeux jaunes reflétant le clair de lune, la sécurité, là où il n'aurait dû y en avoir aucune. Elle ouvrit les yeux et trouva Shadow assis devant elle. Il avait dû suivre son odeur. Derrière lui, le reste de la meute émergea de la forêt, tous les 8 comme cette nuit-là, formant leur cercle protecteur. Mais cette fois, Emily se tenait au centre, non pas comme une proie ayant besoin de protection, mais comme membre de la meute, debout parmi sa meute. Elle avait survécu, elle avait guéri, qu'il avait transformé son traumatisme en un but. Emily regarda Shadow, les loups qui lui avaient donné la vie 2 fois, et sourit à travers des larmes amères. « Je vais bien maintenant, leur dit-elle. Nous allons tous bien maintenant. » Shadow inclina la tête, la clochette de son collier tintant doucement. Puis il s'avança et pressa son front contre le sien, un geste de confiance, d'amour, de famille. À cet instant, Emily comprit ce que sa mère, ses 2 mères, avaient toujours su. La famille n'était pas une question de sang, de biologie ou de documents légaux. La famille était une question de qui se présentait quand l'obscurité tombait, qui se tenait entre vous et le danger, qui refusait de vous abandonner, même quand le monde disait que vous ne valiez pas la peine d'être sauvé. Elle avait été bénie par 3 familles, sauvée par toutes, et maintenant, enfin, elle pouvait se sauver elle-même. Les loups se dispersèrent à nouveau dans la forêt, Shadow s'attardant le plus longtemps. Quand il finit par se retourner pour partir, Emily l'appela une dernière fois. « Merci, Tia, pour tout. » Shadow s'arrêta, regarda en arrière, et dans ses yeux jaunes, Emily vit la compréhension. Puis il disparut, fondant dans les ombres, le doux tintement de sa clochette s'estompant dans les sons de la forêt. Sarah s'approcha, glissant son bras autour des épaules d'Emily. Prête à rentrer à la maison? Emily jeta un dernier regard sur la clairière, sur l'endroit où elle avait failli mourir, mais avait choisi de vivre à la place. « Oui, dit-elle, je suis prête. » Elles marchèrent ensemble à travers la forêt, la lumière du soleil filtrant à travers les branches de pin, les sons des oiseaux et du vent, et les appels lointains des loups emplissant l'air. L'appareil photo d'Emily captura tout cela, la beauté qui avait toujours été là, l'attendant pour qu'elle soit assez forte pour la voir. Ce soir-là, alors que les étoiles émergeaient au-dessus de Montana, Emily s'assit à son bureau et commença à écrire. Non pas un article de recherche ou un essai universitaire, mais une lettre à chaque fille piégée dans l'obscurité, à chaque personne qui pensait être seule, à tous ceux qui avaient besoin d'entendre que la survie était possible. « Chère amie, écrivit-elle, laissez-moi vous raconter la nuit où je suis morte et revenue à la vie. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une famille qui vous trouve quand votre famille de sang vous fait défaut. Laissez-moi vous dire que les monstres peuvent être vaincus, que la justice existe, que l'amour, le vrai amour, n'abandonne jamais les siens. » Elle écrivit jusqu'à l'aube, déversant son histoire, sa vérité, son espoir. Quand elle eut fini, elle avait le début d'un livre, un témoignage de survie, une promesse que l'obscurité ne gagne pas. Sarah la trouva endormie à son bureau alors que le lever du soleil peignait les montagnes d'or. Elle drapa une couverture sur les épaules d'Emily et lut les mots sur l'écran. Des larmes coulèrent sur son visage. Margaret aurait été fière. Jessica aurait été fière. Et Emily, belle, courageuse, incassable. Emily avait enfin trouvé sa voie. Dehors, Shadow poussa son salut matinal. La meute répondit. Et quelque part dans ce cœur sauvage, il y avait un son qui aurait pu être de la joie, aurait pu être une célébration, aurait pu être une famille chantant Alléluia pour l'un des leurs qui était enfin rentré à la maison. Emily remua, sourit dans son sommeil et rêva de courir à travers la forêt avec des loups à ses côtés, ne fuyant plus le danger, mais courant vers la vie,
vers un but, vers tout ce que ses mères avaient voulu pour elle et tout ce pourquoi elle s'était tant battue pour le revendiquer. Elle avait survécu, elle avait guéri, et maintenant, elle aiderait les autres à faire de même. La fin n'était en réalité qu'un commencement, et c'était magnifique. Parfois, la famille dans laquelle nous naissons n'est pas la famille qui nous sauve. L'histoire d'Emily nous rappelle que l'amour transcende le sang, que la protection vient de lieux inattendus et que même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Son parcours de victime à survivante puis à défenseuse prouve ce que beaucoup d'entre nous ont appris à travers les dures leçons de la vie. La vraie famille se manifeste quand cela compte le plus, que cette famille ait 2 ou 4 pattes. Margaret connaissait cette vérité quand elle a protégé Emily par l'adoption. La meute de Shadow l'a compris quand ils ont monté la garde pendant cette nuit terrible. Et Sarah l'a incarné quand elle a ouvert sa maison et son cœur à une fille qui en avait désespérément besoin. Cette histoire nous met au défi de reconnaître les monstres qui se cachent derrière des visages familiers et de célébrer les héros improbables qui ne demandent rien en retour de leur loyauté. Emily a survécu parce que 3 familles ont refusé de la laisser tomber. Combien d'entre nous peuvent désigner quelqu'un qui nous a soutenus quand le monde s'est obscurci? Qui était votre Shadow, votre Margaret, votre Sarah? Et peut-être plus important encore, de qui avez-vous été le protecteur? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Rappelons-nous que nous faisons tous partie de la meute de quelqu'un et que ce genre d'amour change tout.